Bienvenue à toutes et à tous à ce deuxième webinaire que l'on propose l'ESPER et l'OCCE en vue de la préparation, donc en vue de la semaine de l'ESS à l'école, qui aura lieu du 24 au 29 mars. Et donc pour ce deuxième webinaire, on va s'intéresser plus particulièrement à ce qu'est l'économie sociale et solidaire pour vous permettre à vous qui allez participer à la semaine très certainement, à la semaine de l'ESS à l'école, d'être en mesure de pouvoir transmettre aux élèves ce qu'est l'ESS. On vous invite à poser vos questions dans le fil de discussion tout au long du webinaire. Vous pouvez aussi lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole lorsque vous aurez des questions. Je vous rappelle juste que le support de présentation vous sera envoyé, ainsi qu'un petit kit avec les outils pédagogiques qui vous seront présentés. Le webinaire aussi est enregistré et donc vous aurez accès suite au webinaire au replay. On vous demande juste de bien penser à couper votre micro pour pas que ça fasse d'interférence et que ce soit plus clair pour les intervenants. Donc, pour aujourd'hui, on aura donc Olivier Chaibi, qui est enseignant à l'INSPE de l'Université Paris-Est-Créteil et chercheur en histoire, qui reviendra de manière un peu approfondie sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc, merci Olivier pour ton intervention. Et donc, moi, je suis Lucine Marceau, coordinatrice des programmes à l'ESPER. Et donc, j'animerai ce webinaire avec ma collègue aussi, Sophie Caldagues, avec qui vous allez pouvoir aussi échanger dans le fil de discussion. Donc, on sera ensemble jusqu'à 18h30. Et donc, le déroulé pour cette heure que nous allons passer ensemble, je rappellerai d'abord pourquoi c'est important d'éduquer à et par l'économie sociale et solidaire. Je représenterai rapidement ce qu'est la semaine de l'ESS à l'école et comment y participer. Et puis, on reviendra donc plus en profondeur sur ce qu'est l'ESS avec Olivier Chaibi. Et puis, je présenterai à la fin quelques outils pédagogiques pour aborder l'ESS avec les élèves. Déjà, pourquoi éduquer à et par l'USS? C'est parce que l'USS porte une ambition éducative qui est de permettre l'émancipation collective et l'exercice d'une citoyenneté économique. Cette émancipation, elle va nécessairement passer par de l'éducation, à savoir la capacité à chacun, chacune de comprendre les enjeux économiques qui l'entourent, permettre aussi le développement d'un esprit critique et permettre à chacun, chacune de s'approprier les principes fondateurs de l'ESS, à savoir la coopération, la démocratie à travers la gouvernance, l'utilité sociale, la lucrativité limitée, la solidarité. Et donc, on parle d'éducation par l'ESS, puisque l'idée, c'est pas seulement d'expliquer ces concepts, mais dans une éducation par l'ESS, l'enjeu, c'est aussi de s'approprier ces principes en les expérimentant, à savoir en menant des actions aussi sociales et solidaires. L'enjeu, comme le rappelait Daniel Demoustier, qui était aussi universitaire et qui a été marraine des premières éditions de la semaine de l'ESS à l'école, c'est bien que les élèves ils acquièrent une vision pluraliste de la vie sociale et du monde économique pour qu'ils puissent après eux-mêmes devenir des citoyens et des acteurs sociaux, économiques qui fassent des choix libres et éclairés. Donc, c'est tout l'ambition de cette éducation à et par l'ESS qui est au cœur de la semaine de l'ESS à l'école. Pour la 9e année, l'ESPER et l'OCCE, on porte cette semaine de l'ESS à l'école qui est inscrite au calendrier de l'éducation nationale, donc qui a le soutien des ministères de l'éducation nationale et du ministère en charge de l'économie et avec sa délégation en charge de l'ESS. Donc, pour rappel, nous, l'ESPER, on est une association d'éducation à et par l'ESS, qui est en fait un collectif de 41 organisations de l'ESS, mais qui gravite dans le champ de l'éducation nationale, à savoir des associations d'éducation populaire notamment, des mutuelles et des syndicats de l'éducation nationale. Et l'OCCE est une association qui, elle, travaille au développement des pédagogies coopératives en classe et qu'on connaît notamment pour les coopératives scolaires qu'elle appuie et qu'elle gère. Concrètement, la semaine de l'ESS à l'école, elle s'adresse à 3 publics, les membres d'équipes éducatives, les enseignants, mais aussi les CPE, les directions, les acteurs, actrices de l'ESS, à savoir les professionnels ou les bénévoles d'organisation de l'ESS, et aussi directement les élèves et les étudiants, puisque elle s'adresse aux élèves de la maternelle, au lycée, voire au supérieur.
Pour les membres d'équipe éducative, participer à la semaine, ça peut se traduire concrètement par la valorisation d'une action ESS qui est déjà menée tout au long de l'année. Donc là, on voyait au début en commentaire des enseignantes qui disaient travailler avec la Croix-Rouge, avec des associations par exemple. Donc l'occasion de la semaine, ça peut être de mettre en avant tout ce travail qui est mené avec les élèves tout au long de l'année et que pendant la semaine, on peut valoriser et que nous, on va pouvoir relayer sur les réseaux sociaux, sur le site internet pour montrer que l'éducation à l'ESS existe déjà dans les établissements scolaires. Mais ça peut aussi être l'occasion de faire découvrir l'ESS à ses élèves en les accompagnant à monter une action sociale et solidaire, ça peut être une collecte alimentaire, une collecte de vêtements, une collecte de matériel scolaire, par exemple. Ça peut être aussi faire découvrir l'ESS aux élèves en faisant rencontrer des acteurs, actrices de l'ESS par des interventions en classe ou des visites, ou en organisant des ateliers autour de l'ESS, des ciné-débats, des expositions, avec là des interventions de personnes de l'ESPER ou de l'OCCE, par exemple. Pour les professionnels de l'ESS, vous pouvez vous mobiliser pour participer à la semaine en faisant visiter votre structure, en allant à la rencontre des élèves, en intervenant en classe, pour présenter votre structure, comment elle fait partie de l'ESS et pour présenter l'ESS de manière plus incarnée à travers la présentation de votre structure et de votre métier. Et ça peut être aussi en organisant une action solidaire avec les élèves. Et pour les élèves, ce qu'on leur propose aussi, c'est de valoriser un projet qu'ils mènent tout au long de l'année. Comme ça peut être le cas dans le cas des projets Mon entreprise sociale et solidaire à l'école, des coopératives scolaires ou encore, par exemple, des maisons des lycéens qui sont des associations. Et puis, ça peut être aussi en organisant des actions de découverte de l'ESS, en animant des ateliers et des jeux sur l'ESS auprès des autres élèves de l'établissement. Quelques exemples d'actions un peu concrètes qui ont eu lieu les années passées. Donc, on a par exemple des élèves qui vont visiter des ressourceries comme associatives, comme ici c'est le cas avec des élèves éco-délégués qui sont allés visiter une structure, un site d'Emmaüs. Ça peut être des élèves qui participent à des actions solidaires. Ici, en l'occurrence, c'est une action de repas solidaire dont les bénéfices sont reversés à une structure, à une épicerie sociale. Ça peut être aussi le temps fort d'une action, d'un projet qui est mené par les élèves tout au long de l'année et ils organisent l'aboutissement de leur projet pendant la semaine de l'ESS à l'école, comme ici c'était le cas avec cette course solidaire dont les bénéfices sont allés au profit d'une association. Et puis, ça peut être aussi des interventions en classe pour des ateliers de découverte de l'ESS auprès d'élèves, ici en l'occurrence en Guadeloupe, auprès d'élèves du CE2 au BTS. Donc voilà un peu un panorama des actions qui peuvent avoir lieu. Et nous, notre rôle là-dedans à l'ESPER et le CCE, ça va être de vous aider, vous accompagner à monter ces actions. Le webinaire d'aujourd'hui fait partie des ressources qu'on propose pour développer votre connaissance de l'ESS. Concrètement, si vous voulez participer à la semaine, puisque parmi vous, les participantes de ce webinaire aujourd'hui, certains d'entre vous sont déjà inscrits, d'autres pas encore. Donc, pour participer à la semaine, on vous demande de vous inscrire sur le site de la semaine de l'ESS à l'école. Ensuite, votre inscription sera référencée sur une carte et nous, on va prendre contact avec vous pour comprendre quels sont vos besoins en termes d'accompagnement et comment on peut faire une mise en relation avec des équipes éducatives ou des professionnels ou bénévoles de l'ESS. Mais on va avant tout privilégier la mise en relation en fonction des inscriptions des équipes éducatives qu'on va recevoir. Donc, si vous êtes professionnel ou bénévole de l'ESS, si nous, on n'a pas d'inscription enseignante en face, on ne vous sollicitera pas pour intervenir. Donc, il y a ce risque-là de se préparer, mais puis finalement, qu'il n'y ait pas d'intervention qui se concrétise pour cette année. Mais peut-être que ça pourra aboutir à l'année suivante. Et donc, ensuite, on vous accompagne à organiser l'action. Et puis, si vous avez déjà des actions de prévues, on peut aussi les valoriser sur le site internet, sur nos réseaux sociaux. Et donc, c'est aussi une possibilité, si vous avez déjà des actions de prévues, de les valoriser simplement. Et donc, venons-en au cœur de notre webinaire. Donc, je laisse la parole à Olivier Chaibi, qui, pour rappel, est enseignant et chercheur en histoire et qui va donc revenir sur ce qu'est l'ESS pour qu'on puisse mieux comprendre de quoi on parle quand on parle d'économie sociale et solidaire.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci à Lucille pour l'organisation de ce webinaire. Merci à vous d'y participer et de prendre du temps sur vos soirées ou peut-être vacances scolaires pour certains et certains là-dessus, ce qui permet d'ailleurs d'interroger une des problématiques de l'ESS sur ce qui relève du bénévolat, ce qui relève de l'engagement, ce qui relève du salariat, puisqu'il y a parmi vous, j'ai cru comprendre, des enseignants et des personnels ou des personnes investies dans des associations mutuelles ou coopératives. Donc, vous savez qu'on est souvent un peu sur les deux casquettes. En tout cas, j'espère que cette semaine à venir de l'ESS va s'annoncer profitable et j'espère que les quelques informations que je compte vous donner sur l'ESS d'un point de vue des sciences humaines et sociales au sens large vous seront utiles. Pour beaucoup, ça sera sans doute des révisions ou des redites. Dans tous les cas, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions pour que ce soit sous une forme un peu interactive et pas uniquement descendante, même si le format du webinaire n'est pas toujours propice à cela. N'hésitez pas à mettre des questions ou à lever directement la main. Est-ce que tu peux passer aux diapositives suivantes, Lucille? Donc, vous allez assez vite comprendre pourquoi je parlais un petit peu du bénévolat et du salariat au sein de l'ESS. Depuis 3-4 décennies, depuis les années 80, qui correspondent un petit peu à une nouvelle phase de réinstitutionnalisation de l'économie sociale et solidaire, avec des nouvelles recherches en parallèle et une transformation assez importante du secteur. On reviendra sur le plus long terme tout à l'heure. Il est devenu assez courant de présenter l'ESS à travers un petit peu son poids économique. Ça a été un choix d'un certain nombre d'actrices et acteurs de l'ESS, mais aussi de chercheuses et chercheurs qui, dans les années 80, sont partis un petit peu du principe de ce qui n'est pas compté ne compte pas. Et pour montrer un petit peu ce que c'est que ce secteur de l'économie sociale, puis de l'économie sociale et solidaire, il faut un peu quantifier. Et donc, chaque année, en fait, alors les travaux de recherche ont été menés par l'ADES, l'Association pour le développement et la documentation de l'économie sociale et solidaire. Et puis, après, avec la mise en place ces dernières décennies des CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, avec d'autres actrices et acteurs, il a été mis en place un panorama de l'ESS, un atlas de l'ESS, des guides de l'ESS qui permettent un petit peu de quantifier tout cela, de le faire rentrer par ailleurs aussi dans la comptabilité nationale. Vous allez voir, c'est pas évident de faire rentrer l'ESS dans la comptabilité nationale. Alors aujourd'hui, les chiffres un peu forts qui ressortent comme ça, c'est que 2,6 millions d'emplois sont créés par les structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, ce qui fait environ un emploi sur 10. On peut dire qu'un salarié sur 10 en France travaille dans le secteur de l'ESS, un secteur qui est très féminisé, puisque vous voyez que 2/3 des salariés de l'ESS sont majoritairement des femmes, ce qui est en partie lié en corrélation avec le champ d'activité de l'ESS, beaucoup de médico-social, beaucoup d'éducatifs, donc des secteurs qui sont énormément féminisés. Et puis aussi, on y viendra, le choix aussi des valeurs et des pratiques de l'ESS, qui, comme vous le savez, n'est pas à finalité lucrative, où on retrouve encore une approche très genrée dans le choix des carrières non rémunérées et qui va contribuer à expliquer la forte féminisation. Autre élément aussi, on rentre un petit peu dans les détails, c'est un emploi sur 10, mais si on prend la masse salariale, on est même à un peu plus de 10% de salariés de l'ESS, mais par contre, si on prend la masse salariale, on est un petit peu moins de 10%. En moyenne, les rémunérations dans l'ESS sont des rémunérations qui sont un peu plus faibles que la moyenne nationale. Alors, très variable par secteur, hein, c'est plus bas dans le secteur associatif, c'est plus élevé par contre dans le secteur des coopératives. Les enjeux qu'il y a à connaître l'ESS, c'est que le diapositive nous rappelle qu'il va y avoir près d'un demi-million de départs en retraite estimés dans le secteur de l'ESS en 2026. Donc potentiellement un secteur qui recrute et recrutera dans les années à venir.
L'ESS, on verra un petit peu en fonction de sa structure, c'est essentiellement le secteur associatif en grande partie. Et ce secteur associatif, il est lié essentiellement au bénévolat. Alors, si on prend la part, d'ailleurs, il n'est pas dans ce diapo, l'ESS contribue à 10% du PIB. Alors, c'est toujours compliqué, parce que dire 10% du PIB pour l'ESS, sachant que ça recoupe aussi bien des coopératives agricoles que du médico-social, que de l'éducatif, que de la jeunesse et des sports. C'est pas un bloc aussi homogène que quand on dit l'industrie du tourisme en France, c'est 10% du PIB. Parce que là, on voit bien l'hôtellerie, la restauration. Quand on dit le secteur automobile en sens large, en comptant les assurances, c'est 10% du PIB. On voit bien toute la chaîne, du garagiste au monteur, en passant par les assurances, les pompes d'essence, etc. On voit bien qu'on a un secteur homogène. L'ESS n'est pas un secteur d'activité homogène, mais dire qu'il représente 10% du PIB, 10% de l'emploi, ça permet justement de le mettre un peu en parallèle avec les gros fleurons industriels, on va dire, de l'économie française. Une grande partie de l'ESS, ce sont des associations et c'est difficile d'évaluer le poids des associations dans le PIB puisqu'une grande partie de la vie associative repose sur du bénévolat. Et vous voyez qu'on a 22 millions de bénévoles en France. Ces 22 millions de bénévoles, ils correspondent en fait à l'équivalent, si on estime leur temps de travail, à l'équivalent de à peu près entre 1 et 1,5 million de équivalent temps plein. C'est des emplois qui sont assurés par les bénévoles. En fait, si du jour au lendemain, les bénévoles cessaient leurs activités, il manquerait 1,5 million de salariés en France pour répondre à toutes les aides qui sont apportées par le secteur associatif, que ce soit de l'encadrement sportif, que ce soit de l'encadrement social, que ce soit des aides, des distributions ou autres. Voilà, et puis par ailleurs, la majorité des Françaises et des Français sont obligés d'avoir une assurance et dans les assurances, vous avez, comme vous le savez, des assurances privées à finalité lucrative et puis des assurances de l'économie sociale qui sont sous une forme mutuelle et ce sont 20 millions de personnes qui sont membres d'une mutuelle d'assurance. Par ailleurs, on compte près de 29 millions de sociétaires d'une coopérative. Alors là encore, chiffre à prendre, nombre à prendre avec des difficultés. 30 millions, ça veut dire un Français sur deux quasiment qui est membre d'une coopérative, souvent sans le savoir. Un exemple concret, hein, l'OCCE qui participe à ce séminaire, dont je suis moi-même administrateur de l'OCCE 93, c'est un gros problème de savoir que la plupart des familles adhèrent à l'OCCE sans savoir vraiment ce qu'est l'OCCE. En gros, on leur demande de mettre une enveloppe en début d'année. Ils le font de plus ou moins bon cœur parce qu'ils savent que l'école, c'est important pour les enfants, mais ils se retrouvent coopérateurs sans le savoir. Il est fort probable que parmi nous, si on faisait le tour, on se rend compte qu'on est membre de coopératives sans être conscient qu'on est coopérateur. Je pense à toutes les banques coopératives aussi. Vous êtes peut-être dans une banque qui est coopérative, qui au moment où vous avez souscrit un prêt ou un crédit, vous avez dû prendre des parts pour être dans cette coopérative sans finalement vraiment participer à la coopération. Alors désolé d'être parti un petit peu par tous ces chiffres, hein, c'est pas une tradition ancienne forcément dans l'éducation dans l'économie sociale et solidaire d'aborder le secteur à travers la manière quantitative. Traditionnellement, c'est plus par les valeurs et les pratiques qu'on l'aborde, parce qu'est-ce que c'est que l'ESS? Donc je demande à Lucille de passer à la diapositive suivante. Alors, l'ESS, c'est la composition, comme vous l'avez vu, de termes de l'économie sociale plus l'économie solidaire. L'économie sociale, c'est un terme qui apparaît au cours du 19e siècle, qui au début émane plutôt de ce qui va devenir les sciences humaines et sociales, mais aussi des débats politiques face au libéralisme, à l'économisme, on parlait en fait face au développement de l'économie capitaliste, la volonté de personnes de mettre en place une économie qui soit davantage sociale. Et ce terme va faire son cheminement idéologique tout au long du 19e siècle pour devenir une chaire à part entière au tournant du 19e, 20e siècle, notamment avec les travaux de Charles Gide, de la même famille que l'écrivain André Gide, qui est le premier d'ailleurs à avoir une chaire d'économie sociale dans les années 1930 au Collège de France et qui donne des cours d'économie sociale à l'université dès la fin du 19e siècle. Donc, traditionnellement, le secteur de l'économie sociale, c'est vraiment les associations, les coopératives et les mutuelles.
Et puis, donc, association coopérative mutuelle qui se développe tout au long du 19e et du 20e siècle. À partir de la fin du 20e siècle, on voit émerger d'autres types de structures, des structures, on va dire, plus citoyennes, plus militantes, qui trouvent que l'économie sociale, c'est trop institutionnalisé et qu'il faut donner davantage de souplesse à travers des collectifs, à travers des initiatives citoyennes. Tous ces courants-là vont se revendiquer de l'économie solidaire. Et en même temps, pas seulement qu'en France, en Europe et même dans le monde globalement, il se développe depuis les années 70 ce que les anglo-saxons appellent le social business, l'idée d'entreprises qui font du social. La rencontre en fait de toutes ces nouvelles dénominations va contribuer à créer la notion d'économie solidaire. Et c'est comme ça qu'on arrive en 2014, donc sous l'initiative du ministre de l'époque, Benoît Hamon, qui a un ministère de l'économie sociale et solidaire, à faire une loi, la loi de 2014, qui définit l'ESS comme un autre mode d'entreprendre adapté à tout secteur d'activité, défini par 3 caractéristiques. Un autre but que le seul profit, donc on est bien sur des structures, que ce soit de l'économie sociale ou de l'entrepreneuriat solidaire, dont la finalité n'est pas le profit. Une gouvernance démocratique, l'idée que normalement tout acteur, tout usager, tout salarié a accès à la gouvernance de l'entreprise, et puis une lucrativité limitée du capital, l'idée que le capital ne cherche pas à produire des bénéfices, c'est défini dans les statuts de la plupart des organisations de l'ESS, qu'elles soient associations coopératives mutuelles ou entreprises solidaires, fondations et autres. On peut passer au diapositif suivant. Je reprends justement à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, quand il y a des expositions universelles en France ou en Angleterre ou en Europe, il est mis en valeur justement, l'économie sociale est mise en valeur. Charles Gide, dont je parlais tout à l'heure, il contribuait énormément et il considérait que, alors c'est pas les termes qu'il utilisait à l'époque, mais en gros, l'économie sociale se définit autour de 3 grands piliers en fait. D'abord des organisations, des statuts, c'est de quoi on parle. Donc comme je vous l'ai dit, on parle d'associations, de coopératives, de mutuelles, puis maintenant, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, de fondations et d'entreprises sociales et utilité solidaire. Toutes ces organisations ont des statuts bien spécifiques qui renvoient aujourd'hui à une législation bien spécifique qui font que, notamment en ce qui concerne déjà la participation des usagers ou des salariés, il y a des assemblées générales avec un vote par personne, avec la séparation en fait entre le conseil d'administration qui dirige et les personnes qui vont exécuter. Et puis il y a surtout l'idée que les fonds ne peuvent pas produire des intérêts. Les actions en général d'une coopérative ou d'une mutuelle ne peuvent pas donner lieu à spéculation. La part qu'on a en arrivant reste la même quand on repart. Et éventuellement, l'inflation peut être prise en compte, hein, mais ça s'arrête là. Donc des statuts bien définis, ensuite des pratiques. Alors là, évidemment, je vous apprends rien en vous disant qu'il y a souvent un décalage entre les valeurs affichées, les pratiques et les statuts, mais néanmoins, une organisation de l'économie sociale et solidaire est organisée de manière démocratique. Donc il y a au moins une AG, une assemblée générale annuelle, devant lesquelles le rapport moral, le rapport financier va être présenté. Et ça, j'imagine que vous connaissez tous cela, puisque vous êtes pour la plupart membres d'associations coopératives ou mutuelles. Les pratiques, c'est évidemment la finalité d'intérêt commun, le partage et la répartition des profits. Tout cela se fait de manière transparente, démocratique. Il ne peut pas y avoir d'accaparement personnel. C'est là où il y a vraiment une opposition avec une entreprise dite capitaliste, où la finalité est l'enrichissement ou la recherche de profit. Enfin, l'ESS, ça on va revenir avec l'histoire, ça s'inscrit évidemment dans des valeurs.
L'économie sociale, elle naît au 19e siècle, elle naît à une époque où on croit au progrès social, à la volonté d'améliorer les conditions de vie des travailleuses et des travailleurs, et globalement les conditions de vie de tout le monde. Donc, améliorer le quotidien, améliorer d'abord le logement, l'alimentation, puis progressivement offrir des loisirs, puis faire en sorte que la vie ne se réduise pas au travail. Donc, toute cette foi dans le progrès social anime sans doute, et vraiment quelque chose qui va regrouper tous les acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire, on va dire des plus radicaux aux plus modérés, pour voir, quand on verra les filières, les traditions, les lignes un peu idéologiques dans lesquelles s'inscrit l'ESS. Autre élément important, l'économie sociale née au 19e siècle, donc dans le cadre des révolutions industrielles, mais aussi dans le cadre évidemment des révolutions politiques. Les valeurs de l'ESS sont les valeurs de la démocratie. Certes, on pourra trouver quelques exemples d'économie sociale, on va dire, de tendance un peu réactionnaire, avec la volonté de conserver l'ordre social. Ça fait partie un petit peu des lignées qui peuvent exister. Mais globalement, l'économie sociale est surtout portée et revendiquée au 19e, au 20e siècle et encore de nos jours par des personnes qui s'affirment en faveur d'une république démocratique et sociale. Donc les valeurs de liberté, d'égalité, de défense de droits, de sororité, fraternité, de solidarité sont très importantes. Et j'insiste bien sur l'idée qu'il s'agit de dépasser la charité, même s'il y a beaucoup dans l'ESS de structures qui relèvent un peu de la charité, même un retour avec l'ESS, avec l'entrepreneuriat social et les fondations d'un retour du caritatif. Il y avait vraiment l'idée de créer une solidarité, hein, j'ai envie de dire, au sens un peu durkheimien ou solidariste du terme, on va y venir, quoi, de passer dans une solidarité qui est souhaitée, construite, voulue et non pas imposée. Alors, un petit historique. Évidemment, ces dates sont purement symboliques et très franco-françaises. Hein, si on lit l'économie sociale et solidaire à une échelle européenne ou plus globale, les coupures que je propose seraient beaucoup plus discutables. Pourquoi je fais naître l'ESS en 1789? Essentiellement en raison des valeurs. Hein. Je rappelle que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen précise bien que toute association, il y a cette notion d'association hein, qui apparaît au sens politique, doit avoir pour but le maintien des droits de l'homme. Et donc cette idée hein, que l'ESS apparaît plutôt au 19e siècle, hein, après la période de la Révolution française, avec cette idée que les valeurs de la démocratie qui viennent d'apparaître en 1780 et qui ne sont pas encore consolidées du tout dans la société, comme vous le savez, doivent rentrer dans le monde du travail. Et globalement, en fait, si on a des théoriciens, si on a des premières expériences en France d'économie sociale tout au long du 19e siècle, les régimes législatifs qui succèdent à la Révolution française ne permettent pas en général de pratiquer les droits et libertés individuelles, qui sont nécessaires évidemment, mais aussi surtout les droits et libertés collectives nécessaires à l'économie sociale. En 1791, la loi Le Chapelier met fin aux corporations jurandes et interdit tout regroupement professionnel, ce qui empêche et ce qui limite la liberté d'association. Il faudra attendre 1848 pour qu'il y ait un premier droit associatif qui soit permis grâce à la Révolution de février. Mais très rapidement, les conservateurs emportent les élections. Et puis, sous Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient ensuite Napoléon III, les rassemblements ouvriers sont sanctionnés. Il faut attendre finalement la Troisième République, l'enracinement de la Troisième République dans les années 1880 pour que l'économie sociale puisse se développer de manière légale. Donc il y a bien eu des expériences de journaux associatifs, il y a eu beaucoup de sociétés de secours mutuels et des premières coopératives qui se sont développées jusque des années 1820 jusqu'aux années 1870, mais il faut vraiment attendre les années 1880 avec la loi Waldeck-Rousseau de 1884, les lois sur la liberté d'expression, qui permettent justement de publier, qui permettent de favoriser le débat, qui permettent justement une totale liberté des journaux. Donc tout cela est nécessaire à la construction de l'économie sociale et solidaire. Les droits, les libertés syndicales,
les syndicats ont joué un grand rôle dans la mise en place de l'économie sociale et solidaire. Beaucoup de syndicats étaient liés à des coopératives, à des caisses de sociétés de secours mutuels. La mise en place des bourses du travail ensuite, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et puis la loi d'association de 1901 qui va permettre évidemment les associations de se constituer. Loi d'association d'ailleurs qui n'était pas conçue au départ dans l'optique de l'économie sociale, puisque c'était essentiellement pour permettre de structurer, légaliser les partis politiques, mais aussi les associations cultuelles dans le cadre des politiques de laïcisation. Aujourd'hui, comme vous savez, la majorité des associations loi 1901 sont des associations liées aux loisirs, à la culture, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. Donc, sous la Troisième République, et puis jusque sous la Quatrième et dans les débuts de la Cinquième, il se construit une république de l'économie sociale. Je fais une référence à la république coopérative souhaitée par un grand nombre de figures importantes de la Troisième République, dont Ferdinand Buisson principalement, qui souhaitait l'avènement d'une république coopérative. On peut considérer qu'avant la mise en place de l'État-providence en 1945, les structures de l'économie sociale avaient permis à la majorité des travailleuses et des travailleurs de bénéficier d'une caisse de secours mutuel. Par exemple, avant la sécurité sociale pour toutes et tous, la majorité des travailleuses et des travailleurs, avant la Deuxième Guerre mondiale, étaient déjà membres ou bénéficiaient déjà d'une caisse de secours mutuelle. Michel Dreyfus rappelle qu'en 1914, on a à peu près 1 million de syndiqués en France, on a déjà 5 millions de mutualistes. Donc on voit qu'on a tout un tissu dans le cadre d'une république plutôt libérale, qui est celle d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qui relève du social, en fait, est pris en charge par les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes qui fondent leur propre coopérative, leur maison du peuple, leur association, pour faire face au risque de chômage, au risque de maladie, au risque d'invalidité, et ainsi de suite. On peut dire que les années d'après-guerre, les années 50-60 sont un peu les années d'apogée de l'économie sociale, et dans le sens où un grand nombre de Français sont coopérateurs, mutualistes, bénéficient de la vie associative. Une vie associative qui est très dopée d'ailleurs au cours du 19e siècle, au cours du 20e siècle par les conflits entre laïcs et cléricaux. Je donne un exemple, quand le scoutisme apparaît, à côté du scoutisme religieux, il y a un scoutisme laïque. Le scoutisme religieux est même d'ailleurs créé en réaction par rapport au scoutisme laïque. Quand les communistes mettent en place le secours populaire, l'Église met en place le secours catholique. Donc si vous voulez, il y a une surenchère dans les conflits politiques qui contribuent au développement de l'économie sociale et solidaire, y compris dans les luttes d'ailleurs entre socialistes et communistes. Chaque parti veut à tout prix avoir ses coopératives, parfois ses mutuelles, ces associations pour mieux contrôler la société. Donc, en gros, donc dans les années 50-60, on peut considérer qu'on a un apogée de l'ESS qui, à partir de 1968, pour prendre une date symbolique, 1968, il y a le mouvement étudiant, le mouvement politique évidemment, mais 1968 aussi, c'est l'expérience de l'IP et d'autogestion qui va signer un peu un tournant en fait dans l'économie sociale et solidaire, parce que dans les années 70, la gauche portait la volonté de mettre en place l'autogestion, et puis vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire pour savoir qu'à partir des années 1980, le mouvement autogestionnaire, les mots d'ordre autogestionnaires déclinent, et par ailleurs, le secteur de l'économie sociale connaît aussi une grave crise, notamment à travers la crise des coopératives de consommation. Dans le secteur coopératif, c'est essentiellement les coopératives de consommation qui étaient un peu le secteur le plus important sur le plan financier et du point de vue du nombre d'adhérents. Avec le développement des supermarchés, la coopérative de consommation s'écroule à partir des années 70 avec des faillites emblématiques comme celle de la Camif dans les années 90. Par la suite. Même chose aussi dans tout ce qui est banque coopérative, mutualiste, qui était aussi sur le plan financier un gros fleuron de l'économie sociale et solidaire. Le développement des nouvelles normes monétaires à partir des années 70, la réapparition du capitalisme financier
constitue une grave crise pour l'économie sociale. Un exemple flagrant, quand la Banque populaire et la Caisse d'épargne, deux structures qui se revendiquent de l'économie sociale et solidaire, créent Natixis, Natixis qui va sur les fonds de pension américaines et qui contribue à la crise des subprimes des années 2007-2008. Vous voyez comment en fait l'économie sociale se retrouve en difficulté face à des situations comme celle-ci. Par ailleurs, et normalement ça recoupe ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a néanmoins à partir des années 80 un renouveau de l'ESS à travers de l'institution, à travers la volonté par les politiques aussi, dans les années 80, en 1999, en 2014, de faire des lois qui favorisent et encouragent l'économie sociale et solidaire. Si vous voulez aborder l'histoire de l'ESS avec des élèves, ou pas forcément d'ailleurs dans les structures associatives, l'ESPER a fait un jeu de cartes avec qui permet de faire une frise chronologique de l'ESS, avec des choix d'événements marquants, comme la charte de la mutualité, par exemple, en 1898, comme les lois de 1964 qui permettent les rassemblements ouvriers. Alors, c'est toujours compliqué de faire des choix dans les dates, dans les chronologies. Un débat qui est assez important, c'est, vous voyez là, vous avez une première carte qui est de 1273 avec la création d'une première fruitière dans le Jura. Alors, ça interroge, effectivement, le modèle des fruitières est considéré comme un modèle à l'origine des coopératives. Et par ailleurs, par extension, ça interroge certains historiens ou certains spécialistes de l'économie sociale à se dire, mais est-ce que l'économie sociale, finalement, elle n'apparaît pas avant le 19e siècle? D'une certaine manière, si on regarde l'organisation de l'économie au Moyen-Âge, avec l'importance des confréries, l'importance des seigneuries religieuses, des ordres religieux, on peut considérer qu'il y a déjà une économie dite sociale dès le Moyen-Âge, et on pourrait remonter à l'Antiquité de cette manière-là. D'une certaine manière, oui, dans le sens où il n'y a pas de recherche de profit, où il y a une recherche de l'intérêt commun, mais ça interroge aussi sur le fait que l'économie sociale, dans ses valeurs, dans ses pratiques et ses discours, elle apparaît essentiellement à la fois dans un discours contre le capitalisme, donc d'une certaine manière, tant qu'il n'y a pas une économie de marché avec un capitalisme libéral, il est difficile de parler d'une économie sociale. L'économie sociale, elle naît bien en réaction à l'apparition de l'économie de marché. Et puis, il y a aussi cette question des finalités démocratiques. Oui, certes, une confrérie religieuse n'a pas pour finalité de faire du profit, mais elle n'est pas nécessairement organisée de manière démocratique. Or, l'économie sociale vise cette finalité démocratique au sein de l'entreprise, mais aussi dans la société, évidemment. Très rapidement, quand on parle de l'ESS, on a un peu l'impression de parler d'un bloc. C'est important de rappeler qu'il y a plusieurs courants de l'ESS. Donc, Charles Gide, déjà au tournant du 19e et du 20e siècle, faisait parler de 4 écoles de l'ESS. André Guesselin, dans les années 80-90, quand il travaille sur l'économie sociale, rappelle qu'il y a au moins 4 courants en France de l'économie sociale. Il y a le courant socialiste, c'est essentiellement des personnes comme Fourier, les fourriéristes, les saint-simoniens de cette manière, Proudhon, Cabet, Louis Blanc, Leroux, donc tous ces socialistes qui ont été quelquefois qualifiés d'utopistes, sont à l'origine de l'appel à l'association, de l'appel à introduire la démocratie dans le travail, de valoriser les conditions de travail. Mais si vous avez ce courant socialiste, vous avez aussi un courant libéral, plus d'influence anglo-saxonne ou allemande, par exemple avec le crédit mutuel influencé par le modèle de Schulze-Delitzsch en Allemagne, l'owenisme, Robert Owen, qui est un entrepreneur en Angleterre qui lui-même choisit de mettre sa propre entreprise sous une forme coopérative. Donc on a bien de la démocratie, mais il reste quand même propriétaire des moyens de production, donc on a une vision plutôt libérale. Vous avez un troisième courant qui est le courant du christianisme social, donc très marqué par la figure de Leplé en France. C'est celle qu'on peut rapprocher un petit peu du patronat social, ce patronat chrétien qui va faire des logements ouvriers, qui va faire créer des caisses de sécurité mutuelle pour ses ouvriers. Donc une vision aussi, il y a tout un courant de l'économie sociale qui s'inscrit dans cette tradition-là. Et puis la quatrième école, c'est l'école solidariste, donc c'est celle de Charles Gide, c'est celle de Léon Bourgeois,
bourgeois. C'est ceux qui appellent à faire, à la fin du 19e siècle, une république coopérative et qui jouent un grand rôle jusqu'aux années 1930 en France, notamment à travers le développement d'une éducation à la coopération, la mise en place de l'OCCE. Ils jouent un grand rôle dans la mise en place de l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école. Voilà, on va passer aux diapositives suivantes. Quelques débats et controverses. Dans les années 70, Henri Desroches, sociologue, qui a joué un grand rôle aussi à la fois comme théoricien et comme praticien d'économie sociale et solidaire, Henri Desroches définit l'ESS comme un tiers secteur qui serait entre l'économie étatiste et de l'autre côté l'économie capitaliste. Donc l'ESS, un secteur un peu à part entière entre les institutions publiques et les institutions privées. Je vous rappelle que d'un point de vue purement légal, les entreprises de l'ESS relèvent du secteur privé. Quand vous êtes salarié de l'ESS, vous relevez du droit privé en général. Les associations relèvent du droit privé. Et puis par ailleurs, est-ce que l'ESS est vraiment un tiers secteur? Alors, vous voyez qu'en fait, là, dans l'image que j'ai fait, c'est que souvent il est un peu au croisement des deux, voire des trois. Vous savez qu'un grand nombre d'associations dépendent de fonds publics, que ce soit au niveau national ou au niveau des collectivités territoriales. Et puis, d'autres vont demander, à travers le mécénat, à travers les fondations, vont faire appel à des capitaux privés, à des initiatives privées. Des entreprises créent elles-mêmes leur propre association. Vous voyez que le tiers secteur de l'ESS, il n'est pas totalement, il est rarement totalement indépendant entre l'État et le capital, pour faire simple. Voilà, et pour continuer quelques sujets de débat et controverses qu'on peut passer sur la diapositive suivante. Initialement, donc aujourd'hui, j'ai commencé en vous parlant du nombre important de salariés qu'il y a dans l'économie sociale et solidaire. Pour un grand nombre de personnes de l'ESS, surtout dans le courant socialiste, c'est un oxymore. C'est-à-dire que le but de l'économie sociale, c'était justement d'émanciper les travailleuses et les travailleurs qui ne dépendent pas d'un patron. Donc il y a un paradoxe pour certaines personnes à parler de l'ESS. L'ESS, ça devait conduire à l'autogestion, donc à la disparition du salariat. Ça crée évidemment la problématique de est-ce qu'on peut vraiment introduire la démocratie dans le monde du travail? Il est encore très courant, quand on mène des enquêtes d'opinion, d'entendre des travailleuses, des travailleurs dire non mais sans chef ça ne marche pas. C'est assez récurrent et c'est des choses qui finissent par non pas se dire de manière très claire dans l'ESS, mais quand ça commence à capoter, on entend régulièrement cette idée de se dire la démocratie, ça a ses limites, ça pose problème. L'ESS est-elle une économie plus vertueuse ou plus inégalitaire? Là encore, je vous renvoie sur le fait que les valeurs sont évidemment vertueuses, mais dans les faits, je vous ai dit, travail majoritairement féminin, travail majoritairement plus bassement rémunéré que dans le secteur privé. Et puis globalement, si on regarde sur l'évolution du XXe siècle, c'est pour provoquer un petit peu, au début du XXe siècle, Compère Morel, une figure importante du socialisme français de l'époque, considérait que en gros, la société allait pouvoir émanciper les travailleurs avec trois outils, le parti, le syndicat et la coopérative. Donc que ce soit les socialistes ou les communistes, en gros, il y a cette idée que la coopérative va permettre aux travailleurs de s'émanciper, et si les travailleurs sont émancipés, la société sera nécessairement émancipée. Là, on est dans une vision des années 20-30, dans un espoir important porté à l'économie sociale. Dans les années 70, Desroches, lui, par contre, expose ce qu'on appelle le quadrilatère de Desroches, où il montre comment, en fait, au sein des structures de l'économie sociale, il y a souvent un décalage entre les aspirations politiques et les aspirations économiques, mais aussi un décalage entre ce que souhaitent les sociétaires, ce que souhaitent les administrateurs, ce que souhaite la direction et ce que souhaitent ou subissent les salariés de l'économie sociale. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail, mais je pense que si vous avez une pratique de l'ESS, c'est forcément des choses qui vous parlent. Voilà. Pour finir sur une touche plus positive, deux derniers diapositifs, et ça va nous permettre d'embrayer un petit peu sur les questions et les pratiques. Puisque là, on est dans le cadre de l'ESPER, rappelez les liens importants qu'il y a entre l'éducation et au sens large et l'éducation nationale. L'économie sociale, c'est le mutualisme, l'association et la coopération. Au XIXe siècle, les pères fondateurs et mères fondatrices de l'économie sociale ont créé des écoles mutuelles. Ils sont passés par les écoles mutuelles, un modèle d'école qui a totalement disparu avec les lois Ferry, mais ça existait. Les mutuelles scolaires qui existent encore aujourd'hui et qui apparaissent à la fin du XIXe siècle s'inscrivent dans une tradition de mutualisme.
Le monde de l'éducation nationale est très lié à l'association. D'ailleurs, c'est la Ligue de l'enseignement qui a joué un grand rôle au 19e siècle pour le développement de l'éducation. Et puis aujourd'hui, cette Ligue de l'enseignement, elle joue un grand rôle dans les associations, dans l'éducation populaire, mais ce n'est pas la seule. Il y a des milliers d'associations d'éducation populaire qui travaillent avec l'éducation nationale, qui emploient d'anciens enseignants ou des enseignants s'engagent de manière bénévole. Enfin, coopération, les pédagogies coopératives et les coopératives scolaires, notamment par le biais de l'OCCE ou par le biais de mouvements pédagogiques comme l'ICEM, l'Institut coopératif de l'école moderne, la pédagogie freinée, sont très liés à l'économie sociale et à l'éducation nationale. Voilà, et pour finir sur un sens plus large, là je reprends le diapo qui avait été fait, c'est pas du tout le mien celui-ci, mais ça résume bien un petit peu à la fois les forces et la faiblesse de l'ESS dans les jours, c'est-à-dire que c'est difficile de ne vivre que de l'ESS, mais en même temps, on a tous des liens avec l'ESS, plus ou moins consciemment, puisque vous avez fait un achat chez Artisans du Monde, vous conduisez une voiture qui est assurée par une mutuelle, vous avez des enfants qui pratiquent un sport dans un club ou une association sportive, peut-être que vous avez un magazine, une revue qui est en coopérative ou associative, peut-être que votre banque est mutualiste, donc évidemment, ça prend avec toutes les pincettes et les précautions de ce que j'ai dit. Donc, qu'est-ce que c'est que réellement l'économie sociale? Est-ce que ces pratiques et valeurs sont toujours pratiquées? Mais vous voyez que énormément de choses de notre quotidien sont liées et découlent de l'ESS. Et donc, ça peut être intéressant d'aborder ça avec les élèves pour voir justement quelle est la différence entre un club sportif type Basic Fit et l'association sportive de la ville. Quelle différence entre une mutuelle d'assurance et une mutuelle privée, une assurance privée, et ainsi de suite. Voilà, je vous laisse de suite, je rends la parole à Lucille et puis je vais vous laisser la suite. Un grand merci, Olivier, pour ta présentation qui, du coup, a permis de revenir sur les grands chiffres, les valeurs de l'ESS, un peu son histoire, mais aussi les ambivalences, les controverses, les débats qu'il y a autour de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Du coup, avant que je passe rapidement à la suite, est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions parmi tout ce qui a été présenté par Olivier? Si c'est le cas, vous pouvez lever la main pour qu'on vous donne la parole ou poser directement la question dans le fil de discussion. Alors moi j'ai une question s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors j'aimerais juste savoir en fait quelle est la vision des grands groupes capitalistes, des grandes entreprises par rapport à ce système de l'économie sociale et solidaire en fait, parce que ça représente un gros chiffre actuellement en France ou même à travers le monde, je ne sais pas, mais justement quelle est leur vision en fait? Est-ce qu'ils sont, je suppose qu'ils sont pas pour, mais en fait qu'est-ce qu'ils pensent de ce système économique? Voilà. Curieusement, je vais provoquer un petit peu. Je vais dire, vous avez vu comme dans les classes sociales très favorisées, ils aspirent à ce que leurs enfants aient des pédagogies actives, aillent dans les écoles Montessori, bénéficient dans les écoles de commerce, d'ingénieurs. Les pédagogies coopératives, elles sont très développées. Donc en gros, voilà, c'est-à-dire que pour les cadres supérieurs, avoir accès à l'économie sociale et solidaire, oui, c'est très souhaité. En revanche, je caricature évidemment hors de question que la plèbe ou le prolétariat puisse revendiquer le droit de gérer les entreprises, parce que lui, il n'en est pas compétent. Voilà, je réponds de manière un petit peu caricaturale. Évidemment, quand vous faites le choix de travailler dans une société capitaliste, alors que vous pouvez le faire dans une société d'économie sociale, c'est que vous avez déjà fait le choix auparavant, quoi. Après, l'entrepreneuriat social brouille un petit peu les pistes, où on va voir aujourd'hui des entreprises capitalistes qui vont créer des fondations. Qui vont servir à l'environnement, à l'éducation et autres. Donc là, tout dépend de si on se met du point de vue j'ai envie de dire, d'une vision socialiste radicale de l'économie sociale, qui doit être une économie qui émancipe les travailleuses et les travailleurs, ou si on est dans une vision plus libérale, à savoir que l'entrepreneuriat social, c'est un mode d'entreprendre qui permet de répondre aux carences de l'État et qui d'ailleurs fera peut-être mieux que l'État, parce que finalement, une association, c'est pratique, on peut lui couper les vivres du jour au lendemain, on peut lui demander de rendre des comptes, donc si elle gère bien la crèche municipale, c'est génial, et puis si elle la gère pas bien, eh ben, on la ferme du jour au lendemain, ce qu'on ne peut pas faire avec des fonctionnaires. Voilà.
Merci beaucoup, vous avez très bien expliqué, c'est très bien compris. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des remerciements qui remercie Olivier pour sa présentation. Super. Et j'ai une question. Ah oui, allez-y. Oui, j'ai une question. Du coup, pour la création d'une ESS, combien de personnes faut-il, de membres? Est-ce qu'il y a un nombre minimum? Alors, à partir du moment où vous êtes deux, vous pouvez faire une association, vous pouvez faire une coopérative, vous pouvez faire une mutuelle du point de vue des statuts, vous pouvez faire une entreprise d'utilité sociale. Merci Olivier. Il y a une autre question de Bénédicte. Oui, Lafont. pour moi, ça serait quel avenir pour l'ESS aujourd'hui? Je vais répondre de la même manière selon lequel point de vue on se place. Hein. Si on est dans une idée qu'il faut faire disparaître les fonctionnaires et la fonction publique et tout ce qui est État et public parce que ça sert à rien, c'est des fainéants, l'entrepreneuriat social, le social business a de beaux jours devant lui. Si l'idée c'est que il faut rendre les 8 milliards de travailleurs salariés du monde indépendants et autonomes et émancipés de toute domination, il y a du travail et on en est loin. Voilà. Merci Olivier. Je me permets, donc s'il y a des questions, je vous laisse lever la main pour les poser. Je me permets juste de conclure. Je ne vais pas revenir sur justement l'ensemble des outils pédagogiques, puisque là, ce que nous a présenté Olivier, c'est vraiment des connaissances et ça amène de la complexité dans ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Nous, notre rôle à l'ESPER, c'est ensuite de rendre accessible cette connaissance-là auprès des élèves. Et donc, on a conçu tout un tas d'outils pédagogiques pour justement leur faire découvrir l'ESS de manière la plus interactive et participative possible. Donc, je vous laisserai les consulter, tous ces outils pédagogiques, sachant que le dernier webinaire qu'on a organisé le 6 février, on y présentait les mêmes outils. Donc, dans le mail récapitulatif que je vous enverrai suite à ce webinaire, je vous inviterai à aller voir la petite présentation qu'on avait fait la semaine, il y a 3 semaines maintenant, qui est dans le webinaire qui est enregistré, où on y présentait les mêmes outils pédagogiques sur l'ESS. Voilà, que vous retrouverez de toute façon ces outils en accès libre aussi sur les sites de la semaine de l'ESS à l'école et les sites de l'ESPER. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Olivier? Oui. Je pense que tu vas pouvoir le présenter. Il y a quelqu'un qui veut savoir où on trouve le jeu de cartes sur l'histoire de l'ESS? Ouais. Oui. Alors, pour trouver le jeu de cartes, vous le trouverez sur le site de l'ESPER. Et sur le site de l'ESPER, vous avez l'onglet ressources ESS, dans lequel là, vous pouvez taper le jeu qui s'appelle Chronologie ESS. Mais peut-être, Sophie, est-ce que tu peux le mettre dans le fil de discussion? Ouais. Super, merci. Et donc, vraiment, sur le site de l'ESPER, il y a cet onglet ressources ESS sur lequel vous allez pouvoir rechercher des ressources pédagogiques en fonction du niveau des élèves auxquels vous vous adressez. Et la personne qui souhaiterait, par exemple, animer ressources ESS, chronologie ESS, qui est le nom de l'outil avec les jeux de cartes qu'a présenté Olivier tout à l'heure, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous écrire un mail pour qu'on vous l'envoie en version papier. C'est tout à fait possible. Et ce sera bien plus pratique pour vous, d'ailleurs. Donc, ce que je disais, c'est que toute la partie de présentation des outils pédagogiques, vous la retrouverez dans le webinaire « Comment mener une action ». Donc, le lien va vous être envoyé dans le support de présentation en visio, par mail, pardon. Et voilà, je vous rappelle aussi que les inscriptions sont toujours ouvertes pour la semaine de l'ESS à l'école. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Excusez-moi, moi j'ai une dernière question, s'il vous plaît. C'est par Oui, rapport à ce que vient de dire M. Chaibi avant. En défendant les valeurs de l'ESS et en étant fonctionnaire, est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied? Parce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il faut mettre fin au travail des fonctionnaires, etc. Juste, je viens d'avoir cette question en tête. Hein, voilà. C'est important. Je renvoie que l'ESS, c'est quand même plusieurs écoles, c'est quand même plusieurs pratiques, c'est plusieurs courants.
si je suis là ce soir, c'est essentiellement parce que je crois aux valeurs d'une économie sociale qui est celle d'introduire la démocratie dans le monde du travail, celle qui est d'éduquer nos élèves. On peut le faire à travers l'EMC, mais en tout cas de les éduquer à la démocratie. Il y avait une volonté dans les années 20-30 à travers les pédagogies coopératives de faire des élèves des futurs coopérateurs et des futures coopératrices, c'est-à-dire des personnes qui soient capables demain dans le monde du travail de prendre le contrôle des outils de production. Donc voilà, c'est un point de vue militant là d'un point de vue militant que je me place. Ça dépend qu'est-ce qu'on leur propose. Alors si vous êtes enseignant, vous devez leur montrer qu'il y a une diversité d'approches. Mais si vous êtes militante ou militant, et c'est toujours compliqué de combiner les deux, on opte pour un choix. Mais j'ai envie de dire que c'est les mêmes discours quand on fait l'éducation aux médias, quand on fait l'éducation au développement durable. On peut prôner une écologie radicale comme on peut faire du greenwashing. J'ai envie de dire, avec l'ESS, on peut faire du social washing comme on peut proposer un changement et une transformation radicale de l'économie et de la société. D'accord, très bien, merci. Merci Olivier, merci à toutes et à tous de vous être en effet mobilisés pour ce webinaire en début de soirée. S'il y a des questions, on peut rester encore 5 minutes avec Olivier. Et puis, pour celles et ceux qui le souhaitent, on vous libère. Donc, on vous remercie pour votre participation. Et puis, moi, je vous enverrai le replay avec le support de présentation lundi prochain. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, pour celles et ceux qui veulent rester poser quelques questions, n'hésitez pas. Bonne fin de journée.